En 1859, paraît en Angleterre un ouvrage phare, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin. Et dans cet ouvrage de Darwin, on retrouve une représentation de, non plus cette fois-ci vraiment de la continuité ou de la discontinuité de la nature, mais bel et bien de l'histoire du développement de la vie et du foisonnement de la vie à la surface de la Terre au cours du temps. Darwin est le premier à saisir le sens véritable de cette image d'arbre du vivant. Avec lui, l'arbre devient généalogique et la systématique acquiert un sens nouveau. Il ne s'agit plus de repérer les affinités entre les espèces, mais de découvrir leur histoire évolutive pour reconstituer leur arbre généalogique commun. Cet arbre, c'est comme ça qu'on le dessine au XIXe siècle. Un chêne gigantesque dont chaque rameau représente une espèce ayant habité la Terre à un moment donné. Là en bas, les espèces les plus primitives. Et tout en haut, moi. Seulement, ce grand chêne raconte une histoire fausse. Le problème, c'est le tronc. Cette direction privilégiée, qui aboutit à mettre les uns en haut et les autres en bas, n'a aucune justification objective. L'arbre de la vie, il faudrait le dessiner plutôt comme ça. Un buisson sphérique, sans tronc aucun, qui ne pousse pas vers le haut, mais dans tous les sens. À la place d'un chêne, on se retrouve avec un buisson taillé en boule. Voyons ça de plus près. Les branches qui s'arrêtent en chemin représentent les espèces disparues. Ici, l'iguanodon. Là, le diplodocus. Celles qui atteignent la périphérie représentent les espèces qui vivent aujourd'hui. Ici, la truite saumonée. Là, le caniche à poil ras. Là-bas, le géranium. Et ici, moi. Voilà. Au lieu de trôner comme autrefois au sommet de l'arbre du vivant, je me retrouve au bout d'une branche banale, comme une vulgaire crevette. C'est légèrement embarrassant, mais tout ça parce que les scientifiques, depuis un siècle ou deux, se sont mis en tête de me traiter comme une espèce ordinaire. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en reculant vers le centre de l'arbre, je vais découvrir toute une série d'embranchements qui me relient à toutes les espèces vivant sur Terre. Si on remonte dans cet arbre généalogique, on rencontre d'abord les branches éteintes des hommes préhistoriques. Puis celles qui mènent vers mes plus proches cousins vivants, le chimpanzé et le bonobo. Tous les trois, nous avons un ancêtre commun qui vivait en Afrique, il y a pas loin de 6 millions d'années. Notre arrière-grand-père à la 250 millième génération. Puis, en remontant encore d'1 million d'années, on rejoint la branche qui mène vers le gorille des montagnes. Puis, nettement plus haut, celle de l'orang-outan. Ce cousinage n'est pas évident au premier coup d'œil, mais l'étude des embryons permet de s'en faire une meilleure idée. Plus on recule dans l'embryogenèse, plus les différences entre moi et mes cousins du monde animal s'estompent. Tiens, par exemple, allons à l'embranchement suivant, celui des hominoïdes, là où je rejoins une dizaine d'espèces de gibbons. Ce que nous avons en commun, le gibbon et moi, c'est un caractère spécifique bien visible. C'est l'absence totale de queue. Je suis un hominoïde parce que je n'ai pas de queue. Ou plutôt parce que je n'en ai plus. Enfin, vous m'auriez connu quand j'étais jeune, c'était une autre histoire. Là, c'est moi à 41 jours. Et là, en bas, c'est bel et bien une queue. Sauf que pendant la 7e semaine, les vertèbres qui la composent s'atrophient et se soudent pour donner naissance à un coccyx, comme chez le gibbon. Aux environs de moins 25 millions d'années, la branche des hominoïdes, la mienne,
rejoint une autre branche bien plus fournie, celle des 82 espèces de singes qui possèdent une queue, babouins, macaques, etc. Tous ensemble, nous formons la superfamille des cathariniens. Je suis un catharinien, comme le mangabé à joues grises, à cause de mes narines. Pour compléter la photo de famille et découvrir mes prochains cousins, il faut explorer tous les continents et se munir d'un vocabulaire hyper spécialisé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Je suis un similiforme, comme le sajou versicolore, et puis un aplorinien, comme le tarsier de Horsfield. Chacun des yeux de ce drôle de cousin est aussi gros que son cerveau. Du coup, sa vision nocturne est excellente. Sa conversation, par contre... Et puis, comme le lémurien laineux, comme le propithèque, je fais partie de la grande famille des primates. 188 espèces différentes au dernier recensement. L'ancêtre commun des primates vivait il y a 63 millions d'années, soit environ 7 millions de générations. Non. Mais au fait, qu'est-ce qui me prouve que je fais vraiment partie de la famille? D'après les systématiciens, ce serait à cause de mon pouce. Le pouce opposable, qui est le premier doigt s'écartant de la main et permettant une préhension d'une branche ou d'un objet, ce pouce opposable est un trait que nous partageons avec les gorilles, ici présents, les chimpanzés, les babouins, les lémurs, les tarsiers. Ce pouce opposable n'existe pas chez les autres mammifères. Dans le cadre des mammifères, eh bien, cet écartement du pouce apparaît comme une innovation qui a été léguée par nos ancêtres communs au cours de l'évolution. Nous avons donc un ancêtre commun. Et ce groupe d'animaux ayant cet ancêtre commun s'appelle les primates. On peut voir un être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Cette notion d'innovation partagée, c'est la clé qui permet de constituer des groupes et ainsi de classer le monde vivant. Et puis ça m'oblige aussi à modifier radicalement le regard que je porte sur moi-même. Chacune de mes caractéristiques physiques renvoie à un ancêtre particulier qui correspond à un embranchement précis de l'arbre du vivant. Je suis un puzzle, un patchwork d'innovation opéré au cours des millions d'années d'évolution. Il y a le pouce, bien sûr, mais aussi la station debout, le nez, la glande mammaire, le poumon à alvéole, la nageoire charnue, la symétrie bilatérale, la colonne vertébrale, etc., etc. En fait, l'arbre raconte mon corps. Certaines parties, comme le pouce, sont très récentes, d'autres, comme le noyau cellulaire, très, très, très anciennes. Chacune des pièces du puzzle correspond donc à un embranchement de l'arbre du vivant. En continuant de remonter vers le centre de l'arbre, on va retrouver l'origine de chacune d'entre elles. Le nez, là, le poil, ici, la mâchoire, là-bas, et ainsi de suite. Après les primates, on rencontre les lapins et les autres familles de rongeurs. Le groupe suivant, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve en vrac le lion, le cheval, la baleine et la gerboise, le rhinocéros, l'oreillard vulgaire et la taupe des jardins. Et puis on arrive à un nœud bien plus exotique, celui des terriens. T-H-E-R-I-E-N. Notre ancêtre commun, au kangourou et à moi, nous a légué plusieurs choses. Attendez, je vais vous montrer. Il nous a légué une glande mammaire munie d'un téton. C'est assez décoratif. La catégorie suivante, vous la connaissez forcément. Je vous laisse deviner. Je suis un vivipare, muni de poils.
de mamelles et d'oreilles à pavillon externe. Je suis homéotherme, c'est-à-dire que mon organisme me permet de maintenir une température interne constante. Je suis... Non. Allez, un petit effort. Bah, je suis un mammifère, évidemment. Un mammifère, comme l'ornithorynque. Avec l'ornithorynque, on touche au monde des bizarreries, faut quand même bien le dire. Cela étant, il répond bien à la définition des mammifères, couvert de poils, et il allaite ses petits. Là, tout va bien. Un peu plus improbable, le bec de canard. Mais alors, ce qui a paru complètement incroyable lors de sa découverte en 1798, c'est qu'il pond des œufs. Et les premières dépouilles qui ont été ramenées en Europe, ils ont dit bon, ça va, c'est bon, c'est une mystification. Donc on va la démonter. Sur le premier spécimen qui est à Londres, on voit il y a encore les traces du ciseau qui était censé servir à montrer que c'était un faux. Il va quand même falloir plusieurs décennies avant que l'establishment scientifique admette qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs. Et à tel point qu'il y en a un autre qui a été découvert, l'échidné, enfin les échidnés, puisqu'il y a deux espèces, et que dans la classification, on a bâti pour eux une catégorie particulière qu'on appelle les monotrèmes. Les monotrèmes. Ce sont les mammifères les plus éloignés de moi dans la classification. La dernière branche vivante avant une longue traversée du désert. Bah oui, parce qu'ensuite, il ne se passe plus rien. Pas le moindre cousin vivant pendant 130 millions d'années. 130 millions d'années, c'est long. C'est à croire que l'évolution s'est arrêtée. En fait, pas du tout. Entre les mammifères et le groupe suivant, celui des amniotes, de nombreuses branches sont apparues, mais toutes se sont éteintes. Les espèces ont disparu. La prochaine vraie branche, avec des vrais cousins qui vivent encore, c'est celle des amniotes. Je suis un amniote. Comme le flamant rose, le serein et le toucan. Parce que notre ancêtre commun a inventé l'amnios. C'est une sorte de membrane pour envelopper l'embryon et le protéger. L'embranchement suivant correspond à une innovation encore plus essentielle. Pour appartenir à la superclasse des tétrapodes, il faut un nombre pair de membres locomoteurs munis de 1 à 8 doigts chacun. On en connaît aujourd'hui 26 308 espèces, de toutes formes et de toutes tailles, de la salamandre à la girafe. Voilà arrivé aux environs de moins 420 millions d'années, bien avant les tétrapodes et bien avant que notre ancêtre commun ne soit sorti des eaux. C'est pourtant à cette époque reculée qu'est survenue l'innovation qui a rendu possible la vie terrestre. Je suis un sarcoptérygien, comme le sélacanthe, à cause de mes nageoires charnues. Oui, je sais. On a l'habitude de les appeler des bras et des jambes. Mais d'un point de vue évolutif, ce sont des nageoires. Je vais vous montrer. Ça, c'est un bras d'Homo sapiens ordinaire. Et ça, c'est une nageoire de sélacanthe. Vous avez remarqué? Elle se rattache au reste du squelette par un os unique. C'est ça, l'innovation géniale des sarcoptérygiens. Cet os unique, qui éloigne du corps les rayons de la nageoire, va permettre à cette dernière d'évoluer vers toutes sortes de formes et de fonctions nouvelles. Marcher d'abord, et donc sortir de l'eau, mais aussi grimper aux arbres, et même voler. À l'embranchement suivant, voilà des cousins dont les nageoires ne sont pas charnues. Un peu comme si leurs doigts étaient fixés directement au tronc. Je suis un ostéichtien, comme la sardine et le saumon d'Écosse, parce que je possède de véritables os au lieu d'un simple cartilage.
C'est à ce niveau que le nombre de mes cousins double d'un coup et atteint les 50 000. 50 000, un chiffre impressionnant, mais finalement assez modeste en regard des millions d'espèces qui peuplent la planète et des 10 000 nouvelles qu'on découvre chaque année. Je suis un gnatostome, comme le grand requin blanc, parce que je possède de l'hémoglobine, ainsi qu'une mâchoire grâce à laquelle je peux capturer des proies avec la bouche. Bon, alors c'est vrai, attraper des proies vivantes dans la société d'aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Mais il reste tout de même les huîtres. Je suis un vertébré parce que j'ai des vertèbres. Et puis un craniate parce que je possède une sorte de boîte pour protéger mon précieux cerveau. Avec les cousins qu'on va rencontrer maintenant, la photo de famille devient franchement cauchemardesque. Je suis, dans l'ordre, un craniate comme la myxine, puis, en remontant, un myomérozoaire comme l'Amphoxus, et puis un cordé comme l'Acidie, ce sac mou qui vit accroché au fond de l'eau. Là, on pourrait croire qu'on ne peut pas tomber plus bas, et pourtant, si. C'est un peu gênant de vous avouer ça, mais d'un point de vue topologique, je suis un donut. Un orifice en haut, un orifice en bas et un conduit qui relie les deux. Je suis un deutérostomien, comme le concombre de mer ou l'oursin granuleux, à cause de la façon dont se forme ce conduit pendant l'embryogenèse. Certains commencent par la bouche, mais moi, personnellement, je commence par l'anus, comme on voit ici. Et ma bouche se forme ensuite, d'où le nom du groupe. Deutérostomien en grec, ça veut dire bouche en second. Bon, passons rapidement sur ces détails embarrassants, d'autant plus que l'embranchement suivant est particulièrement chargé. Les 58 000 deutérostomiens se retrouvent totalement submergés par un afflux massif de nouveaux cousins. Plus d'1 million. La branche qui mène vers moi, Homo sapiens, n'est qu'un petit rameau perdu au milieu d'un groupe énorme, les bilatériens. Je suis un bilatérien, comme la mouche du vinaigre, mais aussi comme le crabe ou comme l'escargot de Bourgogne, car je suis traversé par un plan de symétrie qui partage mon corps en deux moitiés semblables. Du fait de cette symétrie, j'ai aussi une direction privilégiée avec un avant et un arrière. Toutes choses dont les éponges ou les méduses, par exemple, sont dépourvues. Parmi mes cousins bilatériens, il y a tous les arthropodes, les crabes, les insectes, etc. Tous les mollusques. Et aussi beaucoup de familles. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaires. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, les cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes.
Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal. Et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les microalgues étaient végétales comme la betterave, les paramécies animales comme la girafe. Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre. La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Et parmi elles, Pyrococcus abyssi. Cette petite chose ronde et insignifiante, pour qui le soufre est une friandise, et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom, ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les 3 lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète. Simplement, elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Que de chemin parcouru entre ces choses microscopiques-là et moi. Faut reconnaître que la nature a fait un boulot extraordinaire. Bon, ça lui a quand même pris 3,5 milliards d'années, mais le résultat est là. Ça a été un peu long, mais ça valait le coup d'attendre. Oh là, je vous arrête. En termes d'évolution, moi, Pyrococcus, je suis aussi éloigné de LUCA qu'Homo sapiens. Il a fallu exactement le même temps pour arriver à nos 2 formes de vie. Moi aussi, je pourrais dire que de chemin parcouru entre ce gros machin polluant et tarabiscoté, là, à gauche, et moi, Pyrococcus. Il se plaint dès que la température monte au-dessus de 40. Son taux de reproduction est ridicule. Et il ne parvient à se nourrir qu'en avalant d'autres créatures vivantes. Bref, disons-le, la survie provisoire de cette drôle d'espèce est une véritable énigme de la nature. Les bactéries sont tout à fait fascinantes parce qu'elles nous apprennent un petit peu l'humilité. En général, on a tendance à penser que les bactéries sont des organismes simples, primitifs, et nous sommes, nous, les eucaryotes, mais encore plus l'espèce humaine,
tellement plus complexe, évolué qu'une bactérie. Alors c'est vrai qu'en termes de complexité, si on pense au cerveau humain avec ses neurones, là on est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est plus évolué? C'est pas sûr. Je ne serai donc pas l'aboutissement de l'évolution. Bon. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi, Homo sapiens? L'âme, le langage, le rire? L'homme, ça consisterait à mettre en évidence la capacité d'avoir un langage articulé, une conscience de soi et du monde, quelques traits anatomiques dans les sutures du crâne. On a un génome qui fait qu'on est plus proche des chimpanzés que deux espèces de drosophiles le sont les unes des autres. Donc bon, c'est clair que c'est pas la séquence de nos gènes qui fait que l'homme est différent des autres espèces sur Terre. L'homme donc maintenant, depuis Copernic, puis Darwin, puis les derniers résultats de la science, on sait très bien que c'est simplement une toute petite branche qui est arrivée là un jour un peu par hasard, hein, au cours de l'évolution si je puis dire. L'histoire aurait pu être tout à fait différente. Il n'empêche que c'est quand même lui qui peut la raconter, cette histoire. Et ça, ça le démarque complètement du reste des autres êtres vivants.